Bonjour les amis, alors la suite de l'aventure de Paul. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 27. Nous allons lire les versets 9 à 20 pour parler d'un avis de tempête. Car en fait, on a compris donc hier, on nous a raconté que Paul était monté avec les militaires à bord d'un navire, que ce navire était en train de connaître des vents contraires et ils ont donc dû s'arrêter au sud de la Crète. Actuellement, c'est là où ils en sont de leur voyage. Et je vous avais dit hier, tout se passe comme prévu, comme Jésus en avait parlé, mais vous allez voir que maintenant, nous sommes en train de toucher l'imprévisible. Mais un certain temps s'était écoulé et il devenait désormais dangereux de naviguer puisque le jeûne était déjà passé. Paul a voulu donner son avis. « Mes amis, leur a-t-il dit, j'estime que la navigation va entraîner des dommages et des pertes notables, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais aussi pour nos personnes. » Le centurion, néanmoins, se fiait davantage au capitaine et au subrécargue qu'aux avertissements de Paul. Et comme le port, en outre, se prêtait mal à l'hivernage, la majorité a été d'avis de reprendre la mer, on verrait bien, si l'on pouvait atteindre Phénix, un port de Crète, ouvert au sud-ouest et au nord-ouest, pour y passer l'hiver. Une petite brise du sud s'était levée, et ils se sont imaginés que ce projet était réalisable. Alors, ayant donc levé l'ancre, ils ont tenté de border la côte de Crète, mais presque aussitôt, venant de l'île, un vent d'ouragan, qu'on appelle l'Euraquilon, s'est abattu sur eux. Le bateau fut emporté, incapable de remonter au vent, et laissant porter, nous allions à la dérive. Filant sur le couvert d'une petite île appelée Cauda, nous avons pourtant réussi de justesse à maîtriser le canot. Après l'avoir hissé à bord, on a eu recours aux moyens de fortune. Ceinturer le bateau de cordage et par crainte d'aller échouer sur la Syrte, filer l'ancre flottante. Et l'on a continué ainsi de dériver. Le lendemain, comme nous étions toujours violemment secoués par la tempête, on jetait du fret. Et le troisième jour, de leurs propres mains, les matelots ont affalé le gréement. Ni le soleil ni les étoiles ne se montraient depuis plusieurs jours. La tempête, d'une violence peu commune, demeurait dangereuse. Tout espoir d'être sauvé nous échappait désormais. Et oui, la mer, c'est comme la montagne, hein. Quand il y a le mauvais temps, ça secoue. Et là, la description que nous donne Luc de cette aventure maritime, très, très réaliste. Très réaliste. Tout d'abord, c'est question de date, parce que vous voyez, quand on parle du jeûne, en fait, on parle de Yom Kippour. Yom Kippour, ça veut dire que les gens ont été voir, mais en l'année 59, Yom Kippour, c'était le 5 octobre. Or, typiquement, dans cette partie de la Méditerranée, ça devient difficile de naviguer à partir du 15 septembre et ça devient complètement impossible à partir plus ou moins du 11 novembre. Donc vous voyez qu'on n'est vraiment pas... On est vraiment à la fin de la période navigable et franchement, c'est pas très raisonnable, effectivement, de prendre la mer. Et là, nous avons effectivement Paul, qui je vous rappelle, quand même, Paul, à cause de ses missions, a quand même beaucoup navigué en Méditerranée. Hein. Donc Paul s'y connaît un peu et il montre ici prudence en disant à ses compagnons qu'il serait quand même plus raisonnable de rester là. Voilà. Mais évidemment, qui décide d'abord, c'est sûrement pas Paul, qui est quand même prisonnier, même si innocent. C'est plutôt le pilote, donc celui qui tient effectivement la barre à la timonerie, et puis ce qu'on appelle ici le subrecargue, qu'on traduit aussi par le naudaire. En fait, c'est le représentant de l'armateur, donc le propriétaire du bateau. Donc ce sont eux qui décident, et ils décident de continuer. On a envie de dire à leur risque et péril. Et puis ensuite, eh bien voilà, quand ils prennent la décision, le vent est dans le bon sens, parce que c'est un vent du sud, donc quand ils se proposent de continuer de passer sous la crête pour aller jusqu'à la pointe ouest et y passer l'hiver, quand ils prennent la décision, en effet, le vent a plutôt tendance à les pousser contre la crête, donc il n'y a pas vraiment de risque, seulement manque de peau, le vent il change et le bateau se met à dériver.
Alors, toutes les décisions qui sont prises, vous voyez, bon, l'île de Koda, elle existe encore, hein. C'est une petite île au sud de la Crète qui s'appelle Gavdos maintenant. Mais bon. Et la dérive, elle se fait en fait en direction des côtes de la Tunisie. Et ce sont des côtes qui sont assez mauvaises car il y a des hauts fonds et donc c'est pas forcément facile d'y accoster. Voilà. Alors, techniquement, l'équipage va faire tout ce qu'il a l'habitude de faire dans ce cas de tempête, c'est-à-dire qu'il ramène la chaloupe à bord. Vous savez, la chaloupe, c'est ce qu'on appelle le yo-yo, hein, la petite embarcation qui permet en fait d'aller du bateau jusqu'à la côte. Mais normalement, on le laisse traîner, mais en cas de tempête, ça devient dangereux parce qu'il est possible que ce petit bateau se laisse embarquer et qu'il vienne taper contre la coque du navire et pourrait l'abîmer. Après, il y a une autre technique qui consiste à ceindre la coque du bateau avec un cordage pour lui donner plus de rigidité et éviter que le bateau ne se disloque. Et puis la troisième technique qu'ils mettent en œuvre, c'est de laisser traîner l'ancre. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accroche à l'ancre tous les trucs un peu lourds qu'on peut trouver sur le pont. On balance tout ça à la flotte et en fait, l'ancre qui est à la traîne, même si elle est dans l'eau, qu'elle ne touche pas le sable, en fait permet de ralentir un peu la dérive du navire. Et donc ça permet de gagner du temps. Vous voyez que là, tout a été fait. Ça n'empêche que carrément la dernière, la phase suivante, c'est de balancer tout ce qu'on peut par-dessus bord. Et ça, évidemment, ils vont le faire. Ce qui n'est pas très bon pour la cargaison. Et puis, la troisième option, qui est vraiment la dernière, c'est d'affaisser les voiles, hein, et donc de se couper du vent et de rester en fait complètement ballotté au milieu des courants et des vagues. Mais globalement, tout ça correspond à une logique de la marine à l'époque, qui est tout à fait vérifiée, rigoureuse et connue. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'à la fin de ce passage, la situation paraît complètement désespérée. Donc,